Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous parle de Jean-Fernand Brière, écrivain, poète, diplomate haïtien dans les années 50. Un jour, il prononce ces mots surprenants. Nous ne pouvons être que péronistes. Pourquoi un diplomate haïtien prononce-t-il ces mots? Et surtout, que signifie être péroniste? Pour le comprendre, je vous emmène en Argentine. Et là encore, vous allez voir que l'haïtien a pu faire preuve de courage, de témérité et surtout d'humanisme. Il était une fois la diplomatie courageuse d'Haïti. Les tentatives de réponse à cette question nous ramènent en Argentine, dans les années 40. En effet, après le coup d'État de 1943, qui établit un régime militaire et met fin à la période qu'on appelle la décennie infâme, le colonel Juan Domingo Perón prend en charge le ministère du Travail. C'est là qu'il prend conscience des conditions de travail et des aspirations de la classe ouvrière. Très vite, il impose des mesures qui font rentrer son pays dans la modernité. Les congés payés, l'octroi du 13e mois, l'accès au système de retraite, l'interdiction du travail des enfants, l'égalité homme-femme, le statut de l'ouvrier agricole, etc. Il impose son style populiste et devient peu à peu une figure centrale de la politique argentine. Il devient ministre de la guerre et vice-président dans le gouvernement du général Edelmiro Julián Farrell. Faisant de la question ouvrière son tremplin politique, il devient le 4 juin 1946 le premier président de la nation argentine à être élu au suffrage universel. Son régime, ou plutôt son système politique, le péronisme, donne une voix nouvelle au peuple et organise pour les travailleurs des possibilités d'amélioration de leurs conditions matérielles d'existence. Sa femme Eva Perón devient une figure centrale de la vie politique, sociale et caritative. Ils deviennent un couple glamour que critique la gauche argentine et la branche la plus conservatrice du clergé. Le péronisme s'appuie sur trois grands piliers: la souveraineté politique, l'indépendance économique et la justice sociale. Il faut dire que le péronisme polarise. La société argentine est divisée entre pro et anti-Perón. En peu de temps, Perón change son pays. Mais il développe aussi des réflexes autoritaires. En effet, il amende la Constitution en 1949 et s'assure un second mandat en 1951. Mais l'euphorie populaire est tombée et l'opposition est de plus en plus véhémente. Son deuxième plan quinquennal n'a pas le même succès que le premier. Et quand l'inflation plonge le pays dans une grande crise économique, surgit alors une forme de contestation populaire violente. Les fractures nées de l'ascension du péronisme commencent à s'exprimer. C'est dans ce contexte que survient la première rupture. En 1954, Jean-Fernand Brière est nommé ambassadeur en Argentine. Jean-Fernand Brière, l'écrivain et poète, né à Jérémie. Il voit le jour en 1909. Jean-Fernand Brière, cet homme à qui on doit un florilège d'œuvres majeures de la littérature haïtienne. Des recueils, des romans, des essais, des pièces de théâtre, parmi lesquelles Nous garderons le Dieu en 1945. Les horizons sans ciel en 1935, Chanson secrète en 1933, Black Soul en 1947 et Dessalines nous parle en 1953. Jean-Fernand Brière est un poète de la négritude, ami de Léopold Sédar Senghor, qui l'invitera plus tard à vivre au Sénégal où il passera près de 2 décennies.
Jean-Fernand Brière, celui-là même qui dans un texte poétique célèbre intitulé « La quoi marche à terre », condamne le massacre subi par les paysans du Sud lors de l'occupation américaine en Haïti le 6 décembre 1929 et qui est devenu un anti-impérialiste de conviction. Ce Jean-Fernand Brière, pour qui l'haïtianité est un universalisme et qui offre volontiers son drapeau aux Noirs américains en lutte pour sortir de la ségrégation dans un poème intitulé « Me revoici, Harlem », dont je vous recommande vivement la lecture urgente. Jean-Fernand Brière est marié à Dilia Vieux-Brière, une femme de caractère comme vous allez le voir. Le couple arrive en poste à Buenos Aires en 1954. Cela fait 8 ans que Juan Domingo Perón est au pouvoir et cela fait 3 ans qu'il a été réélu. Le couple de diplomates arrive dans un contexte tendu en Argentine. En effet, 1 an plus tôt, le 15 avril 1953, un attentat à la bombe touche une réunion sur la Plaza de Mayo organisée par la Confédération Générale du Travail, le principal syndicat du pays. Le bilan est lourd, 6 morts, 90 blessés et 19 mutilés. Brière est pourtant fasciné par ce régime argentin qui se soucie du bien-être des travailleurs, des syndicats et de la justice sociale. Mais il est loin de penser qu'il est sur le point d'être le témoin en première ligne d'un chambardement politique majeur qui va transformer à jamais le visage de l'Argentine. Surtout, il ne se doute pas une seule seconde qu'il va être l'acteur principal du film le plus invraisemblable de l'histoire de la diplomatie haïtienne. En effet, le matin du jeudi 16 juin 1955, le peuple argentin se rassemble sur la place de Mayo. Il est prévu un spectacle au cours duquel des avions viendront jeter des fleurs sur la place dans une ambiance festive. La Casa Rosada, le siège du pouvoir exécutif argentin, est située dans le centre historique de Buenos Aires. À l'intérieur se trouve le bureau du président, ses différents secrétariats et le chef du cabinet des ministres. Ce bâtiment est situé juste en face de la Plaza de Mayo. Mais à 12h40, en lieu et place des fleurs, des avions survolent la place et larguent une pluie de bombes autour de la Casa Rosada. Certains avions portent le symbole de la branche armée du clergé argentin, le Cristovense. L'objectif est clair, donner la mort au président Perón. L'une des premières bombes larguées pulvérise un tramway et tue 40 enfants de l'école primaire venus en excursion. Pendant 5 heures, l'aviation argentine et ses 30 avions de guerre larguent pas loin de 15 tonnes de bombes sur le centre-ville de Buenos Aires pour un bilan effroyable de 300 morts et de 600 blessés. L'aviation argentine vient de bombarder son propre peuple, un tournant dans l'histoire du pays. Pour ceux qui se le demandent encore, il s'agit là d'un coup d'État mené par le général nationaliste catholique Eduardo Lonardi. Du jour au lendemain, le pays est plongé dans la terreur. Le processus démocratique prend fin dans le sang et dans les cendres. Plusieurs facteurs expliquent ce coup d'État. Le mécontentement des officiers conservateurs non péronistes, la colère de l'Église catholique qui voit d'un mauvais œil cette laïcisation forcée de la société argentine et la béatification populaire de la figure d'Eva Perón après sa mort. La peur des patrons qui voient d'un mauvais œil le renforcement des syndicats et des droits des travailleurs. Le secteur privé victime des vagues de nationalisation opérées par Perón. Les multinationales qui doivent faire face à des grèves de plus en plus fréquentes d'un personnel hautement politisé. Les Américains et leur ambassadeur Braden, un lobbyiste du Montana animé par un antipéronisme primaire et une peur viscérale de la dictature du prolétariat. Bien que les communistes argentins ne soient pas spécialement des péronistes convaincus. Et les socialistes qui voient d'un mauvais œil l'accaparation de la question ouvrière par les péronistes depuis 1943. Il y a l'oligarchie qui fait face à sa peur profonde de perdre ses privilèges. Et puis,
il y a la lâcheté des intellectuels et des médias qui ont préféré écrire des œuvres de fiction ou des papiers critiquant le caractère autoritaire du régime de Perón. Jean Brière suit attentivement ce qui se passe en Argentine, non sans une certaine appréhension. Alors, il accorde l'asile à plusieurs proches de Perón et des personnalités de la société civile, comme le confesse Andrés Lopez, un sous-officier rescapé de la répression. De leur côté, les putschistes s'attellent à détruire tout ce que leurs prédécesseurs avaient construit. Comme il est de coutume en Argentine, où l'on donne le nom de révolution à chaque coup de force, les putschistes appellent ce processus la révolution libératrice. Libérer le peuple du péronisme donc, comme si c'était une maladie contagieuse et surtout mortelle. Mais si le péronisme est si venimeux, pourquoi notre cher ambassadeur va-t-il se revendiquer de lui? Car je vous rappelle ces paroles rapportées par l'éminent journaliste argentin Rodolfo Walsh dans son livre Opération Masacre. Nous, en tant que descendants d'esclaves, ne pouvons être que des péronistes. Pedro Aramburu, le nouveau président depuis novembre 1955, gouverne d'une main de fer avec comme vice-président le général Isaac Rojas dans un gouvernement de facto qui ne pardonne rien aux péronistes. Dans la foulée, les péronistes tentent de saboter le régime, mais ils sont traqués, emprisonnés, contraints à l'exil ou même assassinés. Dans le secteur populaire, la résistance s'organise. Pour faire face à cette résistance, Aramburu proclame la loi martiale par les décrets autorisant la peine de mort. Dans la foulée, le régime constitue une liste de plus de 10 300 personnes à fusiller. Vient alors le 9 juin 1956. Juan José Valle, Raúl Tanco, deux généraux parmi les plus fidèles péronistes, lancent un énorme soulèvement avec pour objectif de rétablir le gouvernement constitutionnel de Perón. Là encore, ce mouvement porte un nom, Mouvement de récupération nationale. Les généraux rappellent avec fierté les trois piliers du péronisme. Une nation socialement juste, économiquement libre et politiquement souverain. Décidément, le péronisme est une bête qui refuse de mourir et cela énerve la junte. Dans la foulée, le président Aramburu et son gouvernement signent un décret autorisant l'exécution immédiate des soldats péronistes impliqués dans l'insurrection et aussi des leaders syndicaux. Le mouvement est maté en 2 jours. Plusieurs militaires et les civils sont fusillés. Les subversifs sont pourchassés jour et nuit pendant 2 jours. C'est pour fuir une mort certaine que le lundi 11 juin 1956, vers midi, le lieutenant-colonel Alfredo Salinas, le syndicaliste Efren Garcia, les colonels Ricardo González, Augustin Rigier, le capitaine Nestor Bruno et le sous-lieutenant André Lopez débarquent à l'ambassade d'Haïti. Ils sont reçus par l'ambassadeur Brière en personne et demandent immédiatement l'asile politique. Pas de problème, puisque le chef de mission est un homme qui a horreur de l'injustice. Pour rappel, c'est l'homme qui a écrit « Et je respire mal lorsque tu t'asphyxies » dans le texte « Me revoici Harlem » déjà cité. S'il le faut, il prendra des risques. Il ira les chercher dans sa propre voiture. Il sait qu'il est couvert par le principe d'inviolabilité de l'ambassade et deviennent des demandeurs d'asile en raison du droit international. Le jeudi 14 juin, à l'aube, un homme épuisé, tourmenté, triste, débarque à l'ambassade d'Haïti. Il est reçu par l'ambassadeur qui le reconnaît immédiatement. Il s'agit de l'homme le plus recherché d'Argentine, le général de division Raúl Demetrio Tanco. Ce péroniste fidèle qui vient de mettre l'État en péril. Après l'avoir reçu, l'ambassadeur Brière est bombardé d'appels téléphoniques insultants. La police politique, les fameux membres du CIDE, le redoutable service d'information de l'État, encerclent les locaux de la mission haïtienne. Car il y a une rumeur qui court dans toute la ville.
L'ambassadeur Brière serait allé avec son propre véhicule sortir le général Tanco d'un trou où il était caché depuis plusieurs heures pour échapper à une mort certaine. Pendant ce temps, dans la résidence de l'ambassadeur se trouve l'autre général, Juan José Valle, et d'autres demandeurs d'asile. L'ambassadeur se rend au ministère des Affaires étrangères pour enregistrer les demandeurs d'asile comme le veut la procédure. Profitant de cette absence, une vingtaine de sbires lourdement armés, commandés par le redoutable général Juan Constantino Quaranta, le terrible chef du CIDE, l'exécuteur des basses besognes du régime, pénètrent violemment dans le siège diplomatique haïtien. L'épouse de l'ambassadeur les confronte et leur rappelle qu'ils sont sur le territoire souverain de la République d'Haïti. Ils l'invectivent, ils la bousculent. Ils alignent les 7 réfugiés politiques le long de la clôture extérieure de la résidence de l'ambassadeur devant un peloton d'exécution. Madame Brière crie et alerte le voisinage. Elle se place devant les réfugiés à bras ouverts comme pour les protéger et dit ces mots d'un grand courage. Antes me van a tener que matar a mí. Vous allez devoir d'abord me tuer. Le général Quaranta la repousse avec violence et lui lance l'une de ces insultes racistes et misogynes si courantes chez les gens disposant de peu de vocabulaire, si vous voyez ce que je veux dire. Madame Brière évoque le droit international. Elle réussit à signaler immédiatement l'incident aux agences de presse internationales et à contacter le ministère haïtien des Affaires étrangères pour demander son intervention. Pendant ce temps, l'ambassadeur Brière est prévenu, il demande le soutien de ses collègues ambassadeurs. Gêné par le tohu-bohu provoqué par le voisinage, le redoutable général Quaranta affrète un bus de la ligne 19 et conduit les demandeurs d'asile au régiment de Palerme. Mais les démarches diplomatiques et la campagne de médiatisation menée par l'ambassadeur Brière empêchent aux militaires de passer à l'action. Cette même nuit, Jean-Pierre Brière rejoint le régiment de Palerme et sauve les otages. Seul le général Juan José Valle n'aura pas été sauvé en dépit de tous les efforts de l'ambassadeur Brière. En effet, le chef de l'insurrection décide de se rendre en échange d'une promesse solennelle de cesser les exécutions. Ainsi, le 12 juin 1956 à 22 h, il est exécuté au pénitencier national. Le président Aramburu présente ses excuses à la République d'Haïti et promet de punir les coupables des incidents diplomatiques. Pourtant, un peu plus tard, le couple de diplomates est déclaré persona non grata. Et le 19 juillet 1956, le couple quitte définitivement la terre d'Argentine. Pour le bilan final, je laisse la parole au ministre des Affaires étrangères argentin. Des centaines de personnes arrêtées ont été torturées et 27 exécutées. Le général Valle a été fusillé au pénitencier national. Le général Tanco et 6 autres personnes ont cherché et trouvé refuge à l'ambassade d'Haïti. Les coupables ne seront jamais punis. Plus tard, en 1958, sous la présidence de Fondisi, le général Quaranta sera désigné ambassadeur en Belgique. Pendant longtemps, l'Argentine encore fracturée a préféré oublier Jean Brière et son épouse. Il faut attendre 2004 pour que la tendance soit renversée. En effet, le 8 septembre 2004, sous la présidence du péroniste Néstor Kirchner, le ministre des Affaires étrangères Rafael Antonio Bielsa rend un vibrant hommage à Jean Brière et à sa femme, à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti. À cette occasion, le ministre argentin déclare ceci. L'intégrité, la solidarité et le profond courage dont ont fait preuve Jean Brière et son épouse à ce moment fatidique de notre histoire nous obligent à exercer activement notre mémoire. En 2007, une plaque commémorative en marbre a été érigée en l'honneur du couple. Elle dit ceci. Jean-Fernand Brière et son épouse Dilia Vieux pour être qui, le 14 juin 1956, offrit l'asile et sauva la vie de plusieurs militaires et militants des droits de l'homme. Haïti Culture et Perspective ne pouvait pas passer à côté de cette histoire. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette page d'histoire consacrée à Jean-Fernand Brière
et aussi à sa femme, il ne faut pas l'oublier. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à la culture haïtienne au sens large. Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la